Rentrée. Le mot de la semaine est bien rentrée. Il y a eu la rentrée des classes pour les écoles où les anciens n'ont pas fait grève, pour les écoles qui n'ont pas été fermées par l'insécurité. Il y a eu la rentrée des députés, une rentrée apaisée visiblement, le CNT ayant des atomes crochus avec le nouveau Premier ministre par intérim. Pour la poste du Mali, il ne s'agit certainement pas de rentrée, mais de renaissance. La journée mondiale de la poste est célébrée chaque année le 9 octobre pour marquer la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle. Justement, nous allons refaire l'actualité aujourd'hui avec le PDG de la Poste, M. Ibrahima Aïdara. Bienvenue, M. Aïdara. Merci beaucoup, Alexis. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission en refaire l'actualité. Aujourd'hui, comme je le disais, nous allons refaire l'actualité en compagnie de M. Ibrahima Aïdara, le PDG de la Poste. Nous aurons nos rubriques habituelles avec mes chroniqueurs qui sont là. Aminata, bienvenue après une absence quand même. Remarqué. Voilà. Merci. Bonjour Georges. Bonjour Alexis. Voilà. Nous aurons également, en plus du buzz de la semaine avec Aminata Galiatara, nous aurons la chronique économique de Modibo Mao Makalou et nous souhaitons prompt rétablissement à Abdraman Sako. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de savoir ce qu'est le buzz, on va savoir qui est notre invité et la raison pour laquelle il est là avec Georges. Ok, donc je vous fais, je dresse votre portrait et après vous me direz si les informations sont bien évidemment exactes. Donc Monsieur Ibrahima Aïdara, vous avez la quarantaine, vous êtes à la tête de la Poste du Mali depuis 2018 et très tôt vous vous passionnez pour l'informatique et après un bac scientifique vous vous envolez pour Paris où vous faites 5 ans une ingénierie en réseau informatique et télécom à Paris et puis dans votre parcours on voit que vous avez beaucoup travaillé dans le secteur privé mais également dans le secteur public et une fois à la tête de la Poste du Mali vous rencontrez bien évidemment des difficultés puisque cette structure devait renoncer en tout cas aux activités financières ou aux activités qui étaient rentables pour la survie de la Poste et vous mettez en place une stratégie sur plusieurs années, une stratégie qui consiste à aller vers la digitalisation de la Poste du Mali puisque on sait qu'aujourd'hui la Poste ce n'est plus comme avant. Il y a beaucoup d'employés en moins, mais aussi la réalité de la Poste a changé partout dans le monde et on voit qu'aujourd'hui il y a ce volet digital qui se développe, des partenariats qui se nouent également avec des structures bancaires présentes dans la sous-région. Aujourd'hui, juste pour commencer, est-ce que la Poste aujourd'hui au Mali est encore un secteur clé? Oui. Merci beaucoup, vraiment Georges, de m'avoir, en tout cas à vous tous, de m'avoir invité sur votre plateau. Je profite de votre plateau pour souhaiter bonne fête de Mawlud à chacun, en tout cas à toute la communauté musulmane, et surtout aussi de vous remercier pour avoir donné l'occasion à la Poste de vouloir un peu se faire connaître, au moins connaître ses métiers du grand public. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez résumé un petit globalement mon parcours. Effectivement, je suis complètement du monde du numérique. Et effectivement, par le hasard des choses, je me suis retrouvé au niveau de la Poste. C'est vrai que c'est même une petite histoire parce que l'idée, c'est que j'étais un moment assis, j'étais en train de travailler. Un jour, il y a quelqu'un qui vient voir et me dit, mais toi qui aimes les challenges, ils viennent de lancer un appel à la candidature pour la Poste. Et voilà ce que tu peux faire. Alors, voilà comment j'ai soumissionné et puis après j'ai été sélectionné. Et donc du coup, depuis que je suis arrivé, effectivement en juillet 2018, j'ai essayé d'abord de regarder tout ce qui se passait sur place et regarder un petit peu la vision qui était imprimée et qui pour une première phase. Et à partir de là, on a travaillé effectivement à imprimer une nouvelle vision qu'on est en train de mettre en jeu. Je dirais, pour répondre directement à votre question, que le secteur postal, plus que jamais aujourd'hui, c'est un secteur d'actualité surtout.
C'est un secteur clé, c'est un secteur d'actualité. Et peut-être dans le débat, nous allons comprendre davantage le pourquoi. D'accord. Ok, on va y revenir. Juste le temps d'aller avec Aminata Galiatara pour savoir ce que les réseaux ont dit cette semaine. Bonjour Alexis, bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors cette semaine Alexis, on va dire le mois débute bien avec Octobre Rose, la campagne de sensibilisation du cancer de sein. Donc Octobre Rose, c'est le nom donné au mois d'octobre consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer de sein. Tous les ans, au mois d'octobre, ce sont des milliers de personnes qui se mobilisent pour la lutte contre le cancer du sein. Un mois pour sensibiliser au dépistage, c'est l'objectif de la campagne Octobre Rose. Au Mali, la campagne de sensibilisation a vraiment porté cette année grâce à une dame, Kumbaba. Elle a fait le buzz sur tous les réseaux sociaux. Journaliste, activiste engagée pour la cause des femmes, surtout à travers son émission très célèbre Moussoya, Kumbaba a vraiment donné de sa personne pour la campagne de cette année. Kumbaba, pour celles qui ne la connaissent pas, est rayonnante de beauté, de fraîcheur, exhalant la bonne humeur, la joie de vivre également. Elle n'a pas hésité à montrer son sein amputé du fait du cancer. Sa campagne a marqué car elle a montré qu'il y a bien une vie après le cancer. Les réseaux sociaux ont répondu à son plaidoyer en relayant à souhait la nécessité de se faire dépister en cas de doute à aller consulter. Vous l'aviez dit à l'entame de vos propos, Alexis, la rentrée scolaire. Elle est actuellement un thème qui inspire à souhait les réseaux sociaux. Il y a eu du tout. Des enfants qui pleurent parce qu'ils ne veulent pas aller au jardin. Ceux qui attendaient la rentrée pour découvrir qu'ils redoublaient la classe, les retrouvailles entre copines et camarades de classe, etc. En plus des comédiens qui ne manquent jamais d'inspiration quand il s'agit de parler de rentrée. La rentrée scolaire a coïncidé cette année avec la Journée internationale de l'enseignant. Les réseaux sociaux ont profité vraiment de l'occasion pour reconnaître le rôle de l'enseignant et le célébrer. Cela peut paraître comme une maigre consolation, mais une journée internationale a montré comment, en tout cas sur les réseaux sociaux, les enseignants sont reconnus et respectés. Cette année, les nouveautés étaient les écoles inondées et la cherté des fournitures scolaires. Pour ce qui concerne les fournitures, et les comédiens ont donné aux parents d'élèves toutes les astuces possibles, y compris jusqu'à aller diviser des cahiers entre des enfants. La vie chère éveille les imaginations et donne beaucoup d'inspiration. Et oui, sur les réseaux des parents d'élèves des zones où les écoles sont fermées depuis longtemps du fait de l'insécurité ont lancé des cris de cœur et appelé les autorités à trouver une solution pour leurs enfants. D'autres sur les réseaux ont publié comment il fallait faire saute-mouton pour entrer dans des classes ou carrément patauger. Sur ce, Alexis, je souhaite une bonne année scolaire à tous les élèves et étudiants, et en espérant que ceux qui lancent des cris de cœur, le gouvernement ou sinon nos autorités les entendront afin qu'il y ait une solution. Courage aux parents aussi, parce ce n'est pas facile, hein? Pas évident. Merci bien. Alors nous revenons avec M. Ibrahim Aïdara. Je rebondis sur la question de Georges. Les chèques postaux. Ça a disparu, ça a donné la banque de l'habitat qui est maintenant absorbée. Comment vous faites? Parce que c'était important, les chèques postaux. Très important, ça fait partie des services financiers. Et c'est pour ça, souvent, il faut comprendre la genèse même de la Poste, de l'histoire même. Il faut comprendre même l'histoire de la Poste pour mieux. Peut-être il a touché tout à l'heure certains aspects. Il faut comprendre que la Poste était tout. Et la Poste, c'était à la fois des services de courrier, donc les services de messagerie, les services télécoms, mais aussi les services financiers. Et avec le plan d'ajustement structurel de la Banque mondiale, la Poste a été obligée de se défaire, ça s'appelait l'OPT à l'époque, l'Office des Postes et Télécoms, de se défaire de ces branches qui fonctionnaient
pour garder uniquement la branche qui ne fonctionnait pas, et en plus de ça, garder le passif de l'entité originelle. Donc, ce qui fait que l'OPT, qui avait un passif qui n'était pas loin de 10 milliards, a donné naissance à la Sotelman et à la SCPCE, qui était la Société des chèques postaux et de la Caisse d'épargne. Cette SCPCE est devenue BHM par la suite pour être ensuite absorbée par la BMS. Et donc, ces deux structures, SCPCE et Sotelman, ont été créées en les délestant de leur passif. Quand elles se sont débarrassées de leur passif qui a été récupéré par l'ONP, la troisième structure. Parce que l'OPT est devenu trois structures, l'ONP, SCPCE et l'OPT. Donc l'ONP qui est l'Office national des postes. Et donc, la structure devait fonctionner uniquement avec le courrier et rembourser les 10 milliards. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc c'est impossible. Donc une structure comme ça, c'est pour ça que j'ai toujours dit que la poste malienne est l'une des postes les plus résilientes. Parce que très peu de postes dans la sous-région ont connu cela. Vous partez au Burkina, au Niger, etc. Ces structures ont toujours gardé les services financiers. Raison pour laquelle ces structures arrivaient toujours à fonctionner correctement parce que les services financiers étaient là. Mais ils n'ont pas réellement développé comme il faut les services courriers. Et donc derrière, nous avons après, en 2011, la société, en tout cas, l'entreprise La Poste a été créée, qui est, l'ONP est devenu La Poste, donc les services, en 2011, les services numériques, j'ai dit les services plutôt financiers sont revenus dans les gironds de l'entreprise. Mais le problème, c'est que 20 ans après, l'entreprise avait perdu toutes les compétences qui devaient être là pour assumer cette mission-là. Ensuite, il y a eu une évolution des services financiers. Donc l'entreprise n'a pas eu le temps de développer quoi que ce soit, à plus forte raison s'adapter. Donc les mandats qu'on faisait, il y a eu des solutions de transfert d'argent, des choses comme ça, etc. Donc l'entreprise, elle est restée comme ça. Donc le seul service financier qui était réellement au niveau de l'entreprise, c'était les mandats. C'était les mandats physiques, ce qu'on appelle les mandats ordinaires, les MOI, les mandats ordinaires internationaux. Peut-être que certains de nos parents ont bien connu, où les gens envoyaient de l'argent, après il fallait récupérer, etc. Donc moi, quand je suis arrivé, effectivement, on avait un stock de mandats très élevé, surtout dans la région de Caille, où on devait payer beaucoup d'argent à des retraités, etc., etc. Et je me rappelle que ma première semaine, je suis venu tomber sur un couple de vieilles personnes qui m'ont pratiquement pris à partie. Et ils se sont mis tout de suite à proférer des injures, à dire beaucoup de choses en disant « vous êtes en train de nous bouffer nos sous » et à maudire l'entreprise, à faire plein de choses. Donc, après, finalement, je me suis dit « cela ne peut pas continuer, il faut qu'on essaye d'expliquer et de trouver des solutions ». Et donc, on a eu des rencontres avec des partenaires pour leur expliquer qu'il faut faire attention. En fait, lorsqu'on envoie des sous par mandat à un correspondant, en fait, nous, on ne nous envoie pas d'argent. On nous donne juste un avis pour vous dire il faut payer tel montant à telle personne. Et c'est 6 mois après qu'on nous paye. Et si vous regardez, l'entreprise, à chaque fois qu'elle paye un mandat, elle perd de l'argent. On est censé en gagner, mais nous, c'est le contraire. Parce qu'il n'y a pas eu de réforme nécessaire. Et donc, lorsque vous envoyez un mandat, quel que soit le montant, l'entreprise gagnait 350 francs. Il fallait acheter juste un thème de 350 francs pour récupérer son mandat. Et derrière, nous, on est obligé de nous endetter auprès des banques. Même le meilleur taux qu'on puisse te faire quand tu t'endettes pour financer ce genre de choses, c'est à peu près 8%. Même si on revenait à 5%, si tu payes à peu près un stock de mandat pour 100 millions, c'est-à-dire qu'il faut payer 5 millions à la banque. Et entre-temps, toi, en tout et pour tout, tu n'as pas encaissé 100 000 francs. Donc, vous voyez un peu ce qu'est le paradoxe. Donc, non seulement l'entreprise ne reçoit pas de cash, mais en payant aussi, l'entreprise perd de l'argent. Alors, pour un gestionnaire, tu ne peux pas te permettre de dire « je vais perdre de l'argent ». Donc, nous avons travaillé avec des partenaires pour leur expliquer qu'il fallait dorénavant essayer de passer sur ce qu'on appelle les transferts électroniques, qui permettent, en fait, comme vous en connaissez, et qui permettent, en fait, de gagner en fonction du montant envoyé. Donc, ce travail, on a eu à le faire. Mais globalement, nous avons mis en place une nouvelle stratégie en 2018, parce qu'on n'avait pas réellement développé les services financiers, comme je l'ai expliqué, les compétences n'étaient pas là, et c'était juste traité comme une dépense de trésorerie. Donc, nous avons mis en place une vision vers le dernier trimestre de 2018, qui est orienté sur globalement 5 piliers essentiels. Le premier, c'était de travailler à l'organisation du secteur postal, parce que ça, c'est le premier problème auquel la Poste est confrontée.
Et cela passe par naturellement l'adoption d'une vision, d'une politique nationale par l'État, la régulation réelle du secteur, parce que entre-temps, l'État a ouvert aussi le secteur en 2017 à la concurrence, sans réellement réguler le secteur, même si un régulateur a été désigné, qui est la MRTP. Il y a eu des textes, mais malheureusement, au moment où je vous parle, le secteur n'est pas encore régulé. Et ça nous pose d'énormes soucis, peut-être on en parlera. Et le deuxième pilier, c'est le pilier de l'assainissement des finances de l'entreprise. Parce qu'on est obligé de parler du passif de l'entreprise. Moi, j'ai eu une fois l'occasion à le dire, j'ai dit le passif que je traîne ne m'appartient pas. Dès lors que ça n'appartient pas aux deux autres sociétés, ça ne m'appartient pas. Alors il faut qu'on en parle. À qui ça appartient ce passif-là? Donc c'est un débat qu'il faut qu'on mène et nous avons besoin d'assainir les finances de l'entreprise pour préparer, pour faire face sereinement à la concurrence sur le marché. Et ensuite, nous avons la modernisation du réseau postal. Aujourd'hui, la Poste dispose du réseau physique le plus large comparativement aux structures bancaires. La structure bancaire, par exemple, qui a le réseau le plus costaud, dispose à peu près de 60 agences. Et nous en avons 110. Vous voyez, ça vous donne une idée. Et ça, c'est sans compter le réseau mobile qu'on a développé. Donc, mais malheureusement, ce réseau postal doit être complètement réhabilité. Alors aujourd'hui, on fait pas mal d'efforts pour réhabiliter nos bureaux au fur et à mesure, mais il y a besoin de faire des investissements massifs en infrastructure pour renforcer et réhabiliter ce réseau postal pour qu'on puisse faire face réellement à la concurrence. Oui, l'autre aspect, c'est la formation. Ça fait partie de nos piliers. Il n'existe plus d'école de... Oui, ça c'est un peu normal parce que le métier de la poste a évolué. Okay. Nous avons besoin de toutes sortes de compétences aujourd'hui qui sont des compétences qui sont formées dans les écoles. Okay. Mais n'empêche qu'en interne, nous avons notre centre de perfectionnement qu'on essaye d'utiliser. Et ça rentre d'ailleurs dans un des piliers qu'on a appelé la consolidation de la capacité opérationnelle de l'entreprise, qui passe justement par le renforcement des compétences des ressources humaines. Donc non seulement la formation pour renforcer dans certains métiers, mais la reconversion, parce que nous avons restructuré de façon fonctionnelle l'entreprise pour recréer 3 métiers aujourd'hui: le métier de la messagerie, le métier des services financiers postaux et le métier des services numériques postaux. Donc il faut reconvertir aussi des gens dans ces secteurs-là. Il faut relire la grille salariale de l'entreprise aujourd'hui, qui est une grille qui n'attire absolument personne, voyez. Et ensuite, il faut aussi renforcer le parc de matériel roulant de l'entreprise pour permettre à l'entreprise de pouvoir jouer pleinement son rôle. Et le dernier point, c'est le développement du marché qui passe par des projets structurants qu'on a imaginés, peut-être on en parlera. Tout à fait. Aminata. Ok. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui utilisent vos services? Alors, oui, mais malheureusement, c'est beaucoup plus la diaspora. Alors, ça dépend aussi de ce que vous appelez nos services. Je l'ai dit, aujourd'hui, l'activité postale, ce n'est pas que l'envoi de courrier. Et certains disent même, oui, avec le numérique, ça a disparu, etc. Je dis, oui, ce n'est qu'un segment du courrier qui a tendance à disparaître. C'est-à-dire quand les gens s'envoyaient des messages pour se donner des nouvelles. Mais lorsque vous cherchez de l'emploi, ce n'est pas un SMS que vous envoyez à un directeur. Lorsque vous commandez un téléphone, ce n'est pas une image virtuelle qu'on va vous envoyer. Vous voyez, sinon ça devient de l'arnaque. C'est un téléphone qu'il faut livrer. C'est un courrier physique qu'il faut déposer. Les entreprises, quand elles correspondent entre elles, au contraire, ça veut dire que sur le plan du particulier, autant le courrier baisse, autant sur le plan administratif, le volume augmente parce qu'on a de plus en plus d'entreprises qui se créent. Donc, vous voyez que sur ce plan, on y travaille sérieusement parce que nous avons renforcé ça. Maintenant, le second élément, c'est que malheureusement, et ça, on est en train bientôt de travailler, on a travaillé sur cette question, c'est-à-dire, vous avez malheureusement sur le plan du particulier, et le flux généré localement est quasi nul. C'est-à-dire, créer un envoi, enfin je parle un peu technique, créer un envoi ici sur le territoire national et envoyer à quelqu'un d'autre sur le territoire national, ce flux est quasi nul. Donc les flux que nous avons, c'est des flux qui viennent beaucoup plus de l'international. Vous voyez, on a beaucoup plus. Aujourd'hui, quand on a mis en place nos schémas, je vous donne un exemple, je prends uniquement la France par exemple. Quand je suis arrivé, les statistiques de l'UPI, parce que l'UPI fait des statistiques pour tous les pays du monde entier,
on avait à peu près 8000 colis. C'est quoi l'UPI? L'UPI, c'est l'Union postale universelle, qui est l'organisme, la deuxième institution de l'ONU qui gère les administrations postales dans le monde. Et donc, nous avons, avec la France, par exemple, on avait à peu près 8000 colis par an, avec un taux de satisfaction qui tournait autour de 40%. En 2020, nous sommes passés à 15 000 colis par an, avec un taux de satisfaction de 98%. Vous voyez? Donc, ça vous donne une idée des résultats qu'on recherchait. Donc, de l'international, on n'a pas beaucoup de problèmes. Mais les Maliens, au niveau plan national, ce qu'on appelle le réseau domestique, c'est là où nous sommes en train de travailler maintenant à régénérer des flux à ce niveau. Non, mais en plus, vous ne livrez plus les lettres à domicile. Oui et non. Et les boîtes postales ne fonctionnent pas. Oui et non. Parce que, effectivement, vous savez, dans la sous-région, pratiquement aucune administration postale ne livre à la maison. Okay. Vous savez, l'un des coûts qu'on a, les coûts les plus élevés, c'est vraiment la livraison à domicile. C'est-à-dire, malheureusement, ça coûte extrêmement moins cher du fait que les adresses ne sont pas du tout connues. Donc, imaginez quelqu'un qui envoie un courrier à 350 francs, il faut que je mette 1000 francs de carburant pour aller livrer son courrier. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le service postal universel. Les gens utilisent aujourd'hui les mototaxis pour faire ça. Oui, et ça c'est à Bamako, vous savez. Et les Maliens ont tendance à croire que le Mali s'arrête à Bamako. Non, pas que. Mais non, mais dans les régions, on passe par. Je vous donne un exemple. En fait, oui, exactement. Et c'est là où nous sommes en train c'est là où j'ai parlé du premier pilier qui est l'assainissement du secteur de la poste, qui est carrément le nettoyage de la concurrence. Parce que c'est justement ça la concurrence déloyale. Je vous explique très simplement. Est-ce que lorsqu'on met deux équipes de foot sur un terrain de foot, on leur dit de jouer, vous interdisez vous demandez à l'une des équipes de respecter scrupuleusement les règles du jeu, et à l'autre, vous dites, vous pouvez jouer comme vous voulez. À votre avis, qui va gagner? Vous voyez, le mec, il va toujours prendre le ballon avec la main, il va le mettre. C'est exactement ce qui se passe avec les transporteurs. Je vous l'explique. Lorsque vous envoyez un courrier à Ségou, par exemple, je prends le cas de Ségou. Vous vous déplacez, vous partez à la gare. Vous déposez le courrier. D'abord, le courrier n'est pas la priorité du monsieur. Tout à fait. C'est le passager sa priorité. Et ce courrier, une fois qu'il arrive à Ségou avec, il vous appelle. Vous êtes obligé d'envoyer quelqu'un à la gare pour aller chercher ce courrier-là. Alors, entre-temps, vous ne savez pas ce qu'on a fait avec votre courrier. Et c'est comme ça que ça se retrouve sur Internet. Alors, la poste, si vous nous confiez ce courrier-là, vous partez dans un bureau de poste, vous déposez votre courrier. Nous avons l'obligation d'abord de l'amener. On ne peut pas l'amener directement. On est obligé d'abord d'aller collecter et de l'amener dans un bureau d'échange, ce qu'on appelle un bureau d'échange. On le met dans un sac postal pour le sécuriser et on pose un scellé devant un contrôleur. Donc ça fait de l'emploi, contrôleur, celui qui fait le travail, etc. Et une fois que ça c'est fait, nous n'avons pas le droit de donner aux transporteurs comme ça. Nous sommes obligés de l'engager dans notre propre véhicule, avec un chauffeur et un convoyeur. Vous voyez? Et une fois que ça arrive à Ségou, on ne peut pas livrer directement. C'est ce qu'on appelle l'acheminement. Nous sommes obligés de l'amener dans notre bureau de poste et demander au receveur local de vérifier si quelqu'un n'a pas touché au sac postal. C'est seulement après ça que lui, il enlève le scellé, il récupère le courrier, appelle ensuite un facteur pour lui dire d'aller délivrer ou appelle pour dire de venir chercher le courrier. Ouais, mais ça, on ne pourra jamais payer la livraison. Non, mais vous ne payez pas. Justement, c'est ça l'avantage. Il faudrait peut-être développer des points relais. En fait, non, je vais en venir parce que c'est pour ça que on va parler des points. C'est-à-dire, vous ne payez pas. L'État dit que c'est le service postal universel. Ce que je vous dis, c'est la procédure dans tous les pays du monde. Mais vous payez ce qu'on appelle le service postal universel. C'est-à-dire, lorsque vous envoyez un courrier de Bamako à Ségou, en courrier ordinaire, vous payez que 350 francs. Ce même courrier, si vous l'envoyez à Kidal, c'est 350 francs. De Kidal à Tombouctou, c'est 350 francs. Vous voyez pourquoi nous, on perd de l'argent. Et il n'y a aucun poste, aucun opérateur local au Mali qui est capable d'ouvrir un bureau en région. Il n'y en a pas un, y compris les plus gros. Il n'y en a pas un qui est capable d'ouvrir un bureau en région. Parce que dès que vous ouvrez, vous allez, je vous dis, j'ai des bureaux où je gagne 10 000 francs par mois, je paye 400 000 francs de charge.
Oui, mais c'est le service postal universel. Voilà, mais si demain on me dit tu as le droit de fermer des bureaux et aller réellement à la concurrence, vous savez, je suis du monde du privé, vous l'avez dit tout à l'heure. Je n'aurai aucun problème avec ça. Si demain l'État accepte que je fasse le même jeu que les autres, mais je ferme toutes les régions. Non, on ne sera pas d'accord parce que voilà. nos impôts vont être utilisés. Non, nos impôts seront bien utilisés justement. Parce que je vais fermer tous les bureaux, je vais créer du chiffre, je vais mieux contribuer au trésor public et je vais utiliser les transporteurs. Chose, je vous l'ai dit, qui est absolument interdite par l'État. C'est-à-dire qu'on viole les lois en remettant un courrier à un transporteur. Alors, monsieur Aïdara, à combien on peut évaluer le courrier que vous distribuez par jour ou par mois? Alors, aujourd'hui, si je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais je sais qu'il y a une évolution constante. Parce que, pour des raisons très simples, c'est que nous avons, par exemple, quand je dis qu'il faut développer le marché, nous avons travaillé à faire de la poste le courtier de l'État. Depuis cette année, en mars 2022, en mars 2021 plutôt, l'État avait adopté en Conseil des ministres, on a signé la convention avec l'État sur le service postal universel, ce qui nous amenait à avoir le droit justement de la priorité sur les courriers de l'administration publique. Donc déjà au niveau de l'administration publique, le volume de courrier a beaucoup augmenté. Et ensuite, au niveau des particuliers, je n'ai pas les chiffres en tête, parce qu'ils sont actuellement même qui travaillent sur les chiffres, mais je sais qu'au niveau national, le volume avait beaucoup baissé, et aujourd'hui, le volume commence à bouger. Mais ça dépend, parce que nous avons plusieurs flux. C'est ça, en fait. Ce qu'on appelle, il y a par exemple le flux EMS, qui est l'Express, vous avez le flux du courrier ordinaire, vous avez le flux du colis, et vous avez le flux lié à ce qu'on appelle la messagerie. Donc, ils sont en train, je n'ai pas envie de donner comme ça des chiffres, mais ils sont en train de travailler justement. Quel est le thème retenu pour cette année? Le thème de cette année, c'est la poste pour la planète. D'accord. On va avec Modibo Mao Makalou au micro de Moussa Bengali qui nous parle aujourd'hui du déficit d'enseignants au sud du Sahara. Justement, on n'a pas fini avec les enseignants. Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu d'un rapport qui a été publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, communément appelée UNESCO, basée à Paris, qui, lors de la journée de l'enseignant qui est célébrée le 5 octobre chaque année, ce rapport de l'UNESCO dresse un tableau assez sombre au niveau de l'enseignement en Afrique. Malheureusement, le constat est alarmant et des mesures urgentes doivent être prises pour sauver l'enseignement en Afrique, surtout au sud du Sahara. Selon le rapport, environ 16,5 millions d'enseignants sont nécessaires en Afrique au sud du Sahara. Ces enseignants supplémentaires doivent combler le déficit au niveau des enseignants, surtout en vue d'atteindre l'objectif numéro 4 des développements durables, qui consiste à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir aussi les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, le rapport de l'UNESCO présente l'Afrique au sud du Sahara comme la région qui présente le plus grand déficit dans le monde, tout juste au niveau de l'Asie, tout juste derrière l'Asie du Sud-Est, en ce qui concerne le déficit d'enseignants. Donc d'ici 2030, qui est l'échéance des objectifs de développement durable, communément appelés ODD, l'Afrique au sud du Sahara devra fournir environ 5,4 millions 4,5 millions d'enseignants supplémentaires au niveau primaire et 11,1 millions d'enseignants supplémentaires au niveau du secondaire. Au niveau de la formation des enseignants, environ 26% des enseignants du primaire
et 39% des enseignants du secondaire ne possèdent pas les qualifications mondiales. Et cela contre une moyenne mondiale de 14% au niveau mondial pour le primaire et de 16% au niveau du secondaire au niveau mondial. Les budgets de référence au niveau international pour l'enseignement est d'environ 15 à 20% du produit intérieur brut, c'est-à-dire du revenu national, doivent être consacrés à l'enseignement. Mais nous constatons que malheureusement, en Afrique au sud du Sahara, ces budgets sont souvent inadéquats ou même quand ils atteignent ces niveaux, sont mal gérés. Et aussi, malheureusement, la plupart des budgets prennent en compte uniquement les salaires des enseignants, occultant de ce fait non seulement la formation des enseignants qui doit être continue, mais aussi l'amélioration de leurs conditions de vie et de leur bien-être. Ce qui fait qu'au niveau de l'enseignement, le constat au niveau de l'Afrique au sud du Sahara, c'est qu'il y a du mal à retenir des enseignants qualifiés et aussi à attirer de nouveaux talents vers l'enseignement. Et le constat aussi que nous pouvons faire, de plus, c'est qu'en Afrique au sud du Sahara, à cause des conflits et de l'insécurité, selon l'ONG américaine Éducation sans délai, qui indique que plus de 12 400 écoles sont fermées dans certains pays au sud du Sahara, parmi lesquels nous pouvons citer non seulement le Burkina Faso, le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Mali, le Niger et le Tchad. Et ainsi, des millions d'enfants sont déscolarisés et à cause de l'insécurité et aussi du terrorisme. Je vous remercie. Merci à Modibo Mao Makalou qui était au micro de Moussa Bengali. Nous venons au PDG de la Poste, M. Ibrahim Aïdara, avec une question de Aminata. C'est ça. Vous parliez tantôt de la concurrence. Alors justement, comment vous cohabitez avec les structures internationales de distribution de courrier comme DHL par exemple? Ouais. Alors, il faut savoir que d'abord, la structure que vous venez de citer, c'est une structure, c'est un peu le service rapide de la poste allemande. Donc, il faut déjà que les gens comprennent que le service express est différent du service ordinaire. Chez nous, ça correspond à l'EMS, qui n'est pas connu de beaucoup de gens. À un moment, les gens ont connu EMS Postadex. Donc, l'EMS, c'est l'Express Mail Service, fait exactement le même service que la structure que vous venez de citer. Mais les gens n'aiment pas payer. Lorsque vous voulez envoyer un courrier, les gens veulent avoir moins cher et avoir le service de façon rapide. Ce n'est pas possible. Parce que, vous voyez, quand vous tombez malade, avec l'amour, vous pouvez aller vous soigner. Mais quand vous avez mal à la dent, vous pouvez aller vous soigner. Mais quand vous voulez changer complètement votre dentition pour avoir de jolies dents, etc., sans avoir de caries, ça, c'est le luxe que vous recherchez. L'amour ne va pas prendre ça en charge, vous devez payer. C'est la même chose. L'État vous dit, vous voulez faire du courrier ordinaire, il n'y a aucun problème. On va faire de l'ordinaire avec vous à des tarifs très bas. Mais si vous voulez, en plus de ça, toute la qualité qui s'aide avec, il faut payer le service. Voyez? Et donc, les gens ne veulent pas payer cher. Donc, pour répondre à la question, d'abord, c'est pour vous dire qu'il faut comprendre que ce n'est pas les mêmes segments. Nous, nous ne sommes pas concurrents sur le segment de l'ordinaire. Maintenant, la concurrence, c'est sur l'express. Et au niveau de l'express, il faut savoir encore une fois que tant que, aujourd'hui, nous prenons de plus en plus des parts de marché, parce qu'à chaque fois que les gens se rendent compte que la qualité de service est là, par exemple, les statistiques que je vous ai données, on dit à 98% de taux de satisfaction, c'est lié à l'express. On ne fait pas de statistiques sur l'ordinaire. Et très souvent, dès que les courriers des gens arrivent, ils ont des SMS et derrière, ils savent qu'ils doivent venir récupérer leur colis. Donc moi-même, personnellement, beaucoup de gens qui me connaissent m'appellent directement pour dire, mais il y a le bureau de poste qui est indiqué là-dedans, tu vas récupérer ton colis. Alors, ce qui nous pose problème aujourd'hui,
c'est l'assainissement de ce secteur-là. Parce que même ces grands opérateurs postaux que vous citez, à un moment donné, il y a une question, il y a une clarification qu'il faut apporter sur le marché. C'est pour ça que nous souhaitons que le secteur soit assaini. Il y a une clarification qu'il faut apporter au marché sur qui peut faire quoi. Parce qu'il y a certains schémas qui, eux, ils ne sont pas censés assumer, mais qui prennent en charge, qui devraient revenir à la poste. Et nous, de plus en plus, nous récupérons des parts de marché liées à l'express. Parce que la qualité des services est là derrière et les gens ont on a un retour satisfaisant de la part de nos clients. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas du tout de difficultés aujourd'hui parce que le marché est tellement vaste qu'on n'a aucune difficulté. Et mieux, aucun de ces opérateurs n'est dans les régions. Ils ne peuvent pas aller dans les régions. Je le dis, je le répète encore. Parce que c'est la gestion, hein, c'est aussi simple que ça. Je ne veux pas perdre de l'argent. Et nous, le Mali, encore une fois, ne s'arrête pas à Bamako. Georges, tu as compris. Non, pas. Mais c'est pour nos téléspectateurs, pour que les gens comprennent que, en fait, c'est pas parce qu'on arrive à faire certaines opérations ici que, je vous assure, vous allez voir, nous sommes en train de travailler sur un certain nombre de solutions. D'ici 3 mois, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Mais l'autre problème, c'est quand même la boîte postale. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que les tarifs sont trop bas pour la boîte postale? Alors, pour tous nos services, les prix sont très bas. Mais en fait, la boîte postale, c'est moins de 10 000 par an. Voilà. C'est vrai. Alex, il faut dire que pour toi, peut-être c'est trop bas, mais certains peuvent se plaindre de ça. En tant qu'entreprise, je prends Mali Tribune, qui est une entreprise qui paie une boîte postale annuellement à moins de 10 000 francs. Mais on a une connexion Internet qui nous coûte plus de 10 fois ce prix par mois. Donc, c'est pour ces raisons. Vous savez, tout dépend de l'usage qu'aujourd'hui les gens en font. Et encore une fois, les tarifs sont bas. Mais nous, l'idée, c'est qu'avant d'augmenter les tarifs, il faut que les gens aient, que le besoin réel soit. Alors, vous savez, aujourd'hui, les boîtes postales sont les adresses physiques les plus sûres dans le monde, partout dans le monde. Et nous avons d'abord travaillé à restructurer les boîtes postales. Première des choses, nous avons déconcentré les boîtes postales. Aujourd'hui, à chaque fois que vous demandez une boîte postale, votre boîte postale sera localisée dans votre lieu de résidence. Maintenant, nous sommes en train de voir, pour ceux qui ont déjà leur boîte, parce que c'est une question de numérotation, comment arriver à les localiser dans leur lieu de résidence sans qu'ils ne changent d'adresse. Mais à défaut, on va les faire changer naturellement de numéro de boîte. Parce qu'il faut que chacun puisse peut-être en rentrant à la maison ou en venant le matin, puisse regarder sa boîte avant de... Parce que les gens, ne serait-ce que le lieu et la grande poste, les gens ont du mal à se rendre. Et quand les gens y pensent, ils se disent, alors je vais laisser à demain. Donc, déjà, on veut corriger cet aspect-là, et ça, on l'a commencé. Si vous partez, par exemple, le bureau de Sounko qui a été lancé pour la commune 6, il n'y a plus de boîtes. Toutes les boîtes sont occupées, et les boîtes sont utilisées régulièrement. Deuxième élément, nous allons lancer une plateforme de e-commerce qui va permettre d'abord de faire des achats des produits maliens, pas des Maliens, mais aussi des gens à l'international, et donner la possibilité aux gens de payer en ligne avec notre solution qui s'appelle Post-Money, que nous allons lancer d'ici un mois. Et aussi, bien sûr, avec d'autres types de solutions, mais au-delà, pour pouvoir être livré, il va falloir disposer d'une boîte postale. Et derrière, vous pourrez faire aussi des acquisitions chez des grands groupes de e-commerce à l'international et vous faire livrer localement chez vous à travers la boîte postale. Donc, d'abord, il faut que le besoin soit là. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Et ensuite, naturellement, il va falloir restructurer, revoir les tarifs, sachant que ces tarifs sont régulés par un régulateur qui est désigné. Aujourd'hui, quel est votre statut même? Nous sommes un EPIC et ça fait partie du pilier qu'on a appelé le renforcement de la capacité opérationnelle de l'entreprise, qui passe par le renforcement de matériel roulant, le renforcement des capacités des ressources humaines, mais aussi le renforcement de la capacité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise a un statut d'EPIC. Et avec ce statut, l'entreprise a du mal à faire naturellement face à des concurrents qui sont les SA, les SARL, etc. Donc il nous faut les mêmes armes pour
aller sur le champ de bataille. Donc nous travaillons effectivement à changer, à faire évoluer le statut de l'entreprise pour devenir une SA et avoir plus les coups de francs pour faire face à la concurrence. Il y a aussi le problème ou le manque de données cartographiques. Ici, en tout cas, je sais que le Mali ne se limite pas à Bamako. Je vais prendre le cas de Bamako. Et je sais que quand généralement ça n'avance pas à Bamako, c'est pareil dans les régions aussi. Donc on a le problème où, par exemple, pour se faire livrer un colis à la maison, alors c'est compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas le quartier de savoir que telle rue est ici, même moi je ne connais pas les 2 rues après dans mon quartier. Donc, comment vous faites face à ce manque de données déjà, parce que c'est aussi des données, des datas qu'il faut pour que vous puissiez par exemple livrer les gens à domicile. Vous êtes en train de toucher tous les problèmes Vous savez, effectivement, ça fait. Mais en fait, très souvent, il y a 2 choses. D'abord, il faut savoir que très souvent, les facteurs, ce sont peut-être pour éviter de faire la pub, mais ce sont des Google. Vous comprenez que, de base, d'abord, les facteurs qui sont affectés à des zones ont la cartographie de ces zones dans leur tête. Vous savez, c'est comme si j'essaie de vous expliquer votre métier de journalisme. Il y a beaucoup de choses que je ne vois pas. Moi-même, je ne suis pas postier de formation, mais je sais combien les postiers... Vous savez, les postiers ont été utilisés pour retrouver des otages. C'est pour vous dire combien ils connaissent le terrain. Mais ce n'est pas suffisant. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est les outils numériques qu'il faut mettre à contribution. Et toutes les solutions dont je vous parle, d'abord la solution qui va nous permettre de créer des points relais, c'est une solution qui sera dotée de tous les points du Mali sont géolocalisés dessus. Tous les points. Ce qui va faciliter les livraisons pour nos agents. Ensuite, la solution, ça va permettre aussi à vous qu'allez télécharger la solution sur vos téléphones, de pouvoir identifier et géolocaliser le point relais. Donc, ça vous permet de savoir à quel point relais va être livré et votre téléphone va vous aider à vous rendre sur le point relais avec la géolocalisation. Ensuite, nous sommes en train de voir avec des partenaires comment lancer ce qu'on appelle l'adressage numérique au Mali. Sachant bien que la Poste a déjà terminé avec ce qu'on appelle la codification, le système de codification, le système d'adressage. Nous avons fait l'étude, nous avons sorti tout le dossier, etc. Mais il reste à déployer. On n'a pas les moyens de déployer parce qu'il n'y a pas que nous d'abord. Il y a nous, il y a les collectivités, il y a le département en charge de l'habitat et tout ça. Et ne serait-ce que lancer, déployer la codification, c'est des milliards qu'il faut déployer. Alors il faut quand même regarder est-ce que ça vaut le coup. Ne serait-ce que, et c'est des opérations simples, hein, c'est-à-dire prendre quelqu'un, l'amener, acheter de la peinture, lui donner une moto avec du carburant pour qu'il aille nous mettre les numéros sur les portes. Ne serait-ce que ça, c'est des milliards. Ne serait-ce que ça. Vous voyez? Donc, est-ce que le jour en vaut la chandelle? On se pose des questions. Mais aujourd'hui, nous allons travailler, nous sommes en train de voir avec des partenaires, comment déjà travailler à mettre en place ce qu'on appelle l'adressage numérique. Ça, on va le déployer. Mais d'ores et déjà, toutes nos solutions, y compris notre solution, le point relais qui va permettre aux restaurants, etc., de pouvoir faire des livraisons mieux. Notre solution va intégrer des sociétés de transport moto, là. Mais les sociétés officielles, on va les intégrer. Et quand vous, d'ici, vous commandez à manger dans un restaurant, à partir de notre plateforme, vous pouvez choisir le livreur et il vient vous livrer. On sait qu'au Mali, la diaspora a un très grand rôle en tout cas dans tout ce qui est flux financier, mais également dans l'envoi des colis, même si les mandats aujourd'hui tendent à disparaître. Est-ce que vous avez des représentations, par exemple, dans des pays où il y a une très grande présence de la diaspora malienne, comme par exemple en Côte d'Ivoire, où on sait que, d'après les chiffres officiels, un Malien sur 2 qui est à l'extérieur du Mali vit en Côte d'Ivoire, donc en Côte d'Ivoire, en France et ailleurs. Est-ce que vous avez des représentations, par exemple dans la sous-région et bien au-delà, qui peuvent permettre aux Maliens de la diaspora d'envoyer des colis directement à travers la Poste, en fait? Oui, on a des correspondants dans 192 pays du monde, donc dans tous les pays du monde entier. En fait, il faut juste comprendre que les postes sont des
représentants des postes. Okay. Donc, dans tous les pays du monde, nous, on ne peut même pas dire, par exemple, Alexis est installé en Côte d'Ivoire, passer par Alexis pour envoyer. Non. C'est-à-dire que dès que vous partez à la poste de Côte d'Ivoire, c'est la poste malienne qui reçoit. Et la poste malienne est payée. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de la France par rapport au colis. Mais est-ce qu'il y a des difficultés dans les compensations? Vous avez dit vos difficultés, par exemple, à un certain moment. Est-ce que le fait que vous ayez des difficultés à compenser les autres ne joue pas sur vos relations? A priori, non. Parce que tout simplement, le Mali est un pays qui reçoit énormément. Et qui envoie beaucoup moins. Tout à fait. Vous voyez, lorsque vous prenez la diaspora, c'est la diaspora qui envoie. Donc, en fait, le système est fait de telle manière qu'il y a un système de compensation automatisé qui est mis en place, qui fait qu'on va toujours calculer qui doit quoi à qui. On ne se paye pas pour dire ensuite rembourser, non. On regarde, le système regarde qui doit quoi à qui, et en général, c'est les autres qui nous doivent. Vous voyez, parce que en général, nous, on fait le dernier kilomètre pour eux, et donc c'est eux qui nous payent. Donc, sur ce plan, j'avoue qu'on n'a pas eu de problème. Par contre, on a eu ce problème-là sur les services financiers et les mandats, malheureusement. Parce que les mandats, malheureusement, comme je l'ai dit, on ne recevait pas du cash, donc on pouvait traîner, les gens avaient l'impression qu'on recevait de l'argent, mais on refusait de les payer. Aujourd'hui, nous avons pu régler la question des mandats. On a pu mettre un schéma en place, on a discuté, parce que 90% de ces mandats venaient de la France, on a discuté avec la Poste française, on a trouvé un schéma ensemble, et on a pu épuiser le stock de mandats. Et à partir de là, on a dit on arrête les mandats physiques, on rebascule sur les mandats numériques et les mandats électroniques, et comme ça on est tranquille. D'accord. Et mesdames et messieurs, nous avons été heureux et honorés de passer ces moments en votre compagnie. Nous remercions notre invité, monsieur Ibrahima Ndiaye Aïdara, le PDG de la Poste, qui nous parlait un peu de tout ce qu'il y a de réjouissant par rapport à l'avenir de la Poste. Bintou Napo Boubacar Dambélé derrière la baie vitrée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour refaire l'actualité ensemble. Merci et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.